Après Tsitsipas à Monte-Carlo, Roublev à Madrid, maintenant c'est au tour de Alexander Zverev de se relancer, cette fois-ci à Rome. Les cartes sont totalement redistribuées pour Roland-Garros et c'est peut-être l'édition la plus ouverte depuis 20 ans, ce qui ne sera peut-être pas le cas chez les dames, étant donné qu'Iga Swiatek roule sur la concurrence avec une nouvelle victoire contre Aryna Sabalenka à Rome. Pour débriefer un petit peu tout ça et se projeter surtout sur le Grand Chelem parisien, je suis avec Rob. Salut Rob. Salut, ouais, Zverev qui se relance, c'était attendu, on l'attendait beaucoup sur cette tournée sur terre battue, finalement il se relance, le seul tournoi où je le sentais pas, mais il se relance bien, premier titre depuis Cincinnati en 2021 en Masters 1000. Il revient bien de sa grave blessure et ouais, il sera parmi les prétendants à Roland qui, comme tu l'as dit, va être ouvert, donc on a hâte de voir tout ça. Ouais. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, la victoire d'Alexander Zverev en 2-7 contre l'invité surprise Nicolas Jarry, 6-4, 7-5. C'est le 6e titre en Masters 1000 pour l'Allemand, le deuxième à Rome après 2017, son 22e titre en carrière. Et surtout, il sera tête de série numéro 4 à Roland-Garros, ce qui pourrait être intéressant à surveiller, étant donné qu'il va éviter Djokovic, Sinner et Alcaraz au moins jusqu'aux demi-finales. Donc extrêmement positif pour l'Allemand qui se relance totalement après un premier trimestre un petit peu compliqué. Et certes, cette demi-finale perdu à l'Open d'Australie contre Daniil Medvedev alors qu'il avait les cartes en main. Rob, qu'as-tu pensé de cette finale entre le Chilien et l'Allemand? Bon, pour moi, il n'y a pas eu photo sur cette finale. On a vu un Zverev très très solide qui globalement a tenu son rang toute la semaine. Et alors que je l'avais pas trouvé vraiment très très bon sur ses précédents matchs, j'ai vu des hauts quand même et des bas, même si contre Fritz c'était très bien, mais en demi c'était plus moyen. Là, il a montré qu'il était vraiment le patron sur le court, une qualité de service incroyable. Il avait un très très gros pourcentage de première balle. Il a su vraiment être agressif et constant en retour. Donc ça a donné moins de points gratuits à Jarry, alors que lui avait des jeux de service vraiment très tranquilles. Donc ouais, un Zverev plus constant, plus complet, avec un niveau de jeu moyen meilleur que Jarry. Et même si Jarry a fait un gros tournoi, qu'il a quand même pas lâché parce qu'il sauve 2 balles de match. Mais au final, bah, Zverev trop solide et il a bien montré que c'était lui le patron, lui le top 5. Et j'ai envie de dire que sa place de numéro 4 qu'il retrouve est tout à fait logique. On sent un Medvedev plus en difficulté dernièrement, on sent que Zverev est au contraire sur une pente ascendante sur ce tournoi, même si c'est vrai que en dehors de sa demi à l'Open d'Australie, c'était plus moyen sa saison. On retenait surtout ce match contre Alcaraz, un peu ce choc contre Medvedev. Mais là, je trouve vraiment qu'il a su tenir son rang, profiter de l'occasion. Donc pas grand-chose à dire, c'est mérité et il arrivera en confiance à Roland, un Roland qui va être ouvert. Donc on se dit pourquoi pas. Bah, avec un statut de série numéro 4, tu dois être en demi-finale. Je pense qu'il est largement capable d'y aller, d'y arriver. Et pourquoi pas plus, parce que franchement, il joue bien et on sait que la Terre à Roland, il aime bien ça. Il est sur 3 demi-finales consécutives. Donc je serais curieux de le voir à Roland en tout cas. C'est un tournoi qu'il adore, même si derrière il peine à aller au bout. Mais c'est vrai qu'il s'était déjà extrêmement bien relancé en 2023 avec cette déconvenue contre Casper Ruud en demi-finale. Pour revenir un petit peu sur ce match, on va pas se le cacher, c'était pas le match du tournoi, le match du Bon. siècle. Deux joueurs qui ont des profils similaires par rapport à leur capacité à bien servir. Donc ça a été un match dominé par les services, sauf qu'on a Alexander Zverev. Donc lui, ses défaillances sont plutôt côté coup droit où il est souvent passif. Il est très bon côté revers. L'inverse, côté Jarry, qui lui sert très bien. On a vu des secondes balles extrêmement kickées, qui giclent énormément. Il peut s'appuyer sur son service plus sain. Par contre, côté revers, il avait beaucoup plus de déchets. Et là, on a un Alexander Zverev qui a énormément bien servi. 80% de première balle, 95% de réussite derrière, 70% sur sa seconde balle. Là où un Nicolas Jarry, lui, n'a passé que 68% de première balle. Donc, comparativement aux 80%, forcément, ça l'exposait un peu plus sur ses secondes balles. Alexander Zverev relance très très bien, ce qui n'est pas le cas de Nicolas Jarry, qui a un profil de jeu très agressif, qui, quand ça rentre, c'est parfait, mais derrière, il peut dégoupiller. C'est ce qu'on a vu à la relance contre l'Allemand, où il a eu très peu d'occasions, voire aucune, tout l'inverse d'Alexander Zverev, qui a su mettre la pression à son adversaire, et surtout, à l'asphyxier un petit peu sur son côté revers. On a vu Nicolas Jarry souvent trop proche de la balle côté revers, où il essayait de se montrer Ouais. agressif, de tenir sa ligne, de ne pas reculer, et derrière, il allait à la faute, de vilaine faute, même si derrière, je ne pense pas qu'il passe à côté de son match. C'est juste que par rapport aux forces et aux faiblesses, Alexander Zverev était légèrement meilleur et derrière, ça fait un break dans chaque manche et une très belle victoire pour l'Allemand qui a été irréprochable au service. On l'avait vu à l'Open d'Australie avec une très belle quinzaine au service où il a au niveau de son lancer de balle, il lance la balle un petit peu moins haut, ce qui fait qu'il arrive à avoir des pourcentages de première assez monstrueux, ce qui sécurise forcément derrière sa seconde balle. Quand tu as moins de secondes à jouer, tu es beaucoup plus serein. Et c'est exactement ce qu'il a su faire dans cette finale avec une belle semaine pour lui, qui le relance
pour la course, pour Roland Garros. Et toi, un mot juste du finaliste, Nicolas Jarry. Ça a été une belle finale avec cette victoire contre Stefanos Tsitsipas. Est-ce qu'il peut aller loin, en tout cas passer la première semaine dans les grands chelems, ou son style de jeu trop agressif, c'est compliqué au meilleur des 5? Non, moi je pense qu'il peut largement passer la première semaine à Roland. Il l'a fait l'an dernier, il a réussi à atteindre les huitièmes de finale, il perd contre Ruud, mais il avait fait un bon parcours. Même à Wimbledon, j'ai souvenir de ce match contre Alcaraz, où il le pousse en 4-7, où il faisait un très bon match. Donc non, on sait que c'est un joueur dangereux qui est capable d'être bon sur toutes les surfaces, qui a prouvé dans ce Rome que quand il a des opportunités, il est capable d'aller les saisir et d'aller loin dans les tournois. Il fait un très gros match contre Tsitsipas, qu'on voyait plus ou moins tous comme un finaliste face à Zverev dans ce tournoi, après l'élimination notamment de Djokovic. Donc non, une très belle semaine. Il peut faire rappeler parfois Del Potro, gros service, gros coup droit. Alors, coup droit un peu moins puissant que Del Potro, mais quand même. Un joueur sud-américain, toujours dangereux sur terre battue. Donc non, ça sera un des joueurs à surveiller à Roland. Potentiellement, un joueur qui peut faire huitième, pourquoi pas un quart de finale à Roland. Ça peut être un joueur dangereux pour pas mal de bons joueurs classés dans le top 10. Ce ne sera pas un cadeau de prendre Jarry qui donne peu d'opportunités de break, qui est quand même solide, qui donne des fins de set accrochées. Donc non, franchement, rien à dire sur ce Chilien qui est pas loin du top 15 en plus après ce tournoi. Donc chapeau à lui. Et c'est aussi ses limites actuelles. Il a un style de jeu très agressif, un petit peu comme Yann Lennart, je trouve. Ce qui fait qu'au meilleur des 3 manches, pourquoi pas, ça peut passer. Mais derrière, quand tu vas en 4, 5, 7, ta marge de manœuvre diminue. Tu prends beaucoup de risques. Et donc, derrière, tu t'exposes à faire plus de fautes. Et c'est pourquoi il peut avoir quelques limites dans des parcours en grand chelem. En tout cas, celle qui n'est pas limitée, c'est bien Iga Swiatek qui balaye totalement Sabalenka 6-2, 6-3. Troisième titre à Rome, doublé Madrid-Rome, ce qui est une première depuis Serena Williams en 2013. 14 victoires, une défaite sur terre battue en 2024. Sa seule déconvenue, c'est à Stuttgart contre Rybakina. Qu'est-ce que tu penses de la Polonaise? J'imagine que pour toi, c'est l'immense favorite pour Roland Garros. Ouais, clairement, impossible de dire qu'elle sera pas favorite à Roland. Franchement, quand on voit son niveau de jeu, c'est encore impressionnant hier contre Sabalenka. Alors, une Sabalenka qui avait un peu peut-être des douleurs au dos durant ce tournoi, qui était un peu plus dans le dur dans cette finale. On sentait qu'elle avait du mal. Elle a eu du mal aussi parce que Swiatek lui laisse aucun espoir dans ce match. Directement très agressive, directement patronne sur le court. Et ouais, elle a des standards qui sont juste incroyables et elle est en train limite de faire ce que certains joueurs font aussi sur le circuit ATP. Quand on a eu Djokovic, Federer, Nadal, c'est de ce niveau-là, quoi. Swiatek depuis 3 ans, c'est juste monstrueux. Elle remporte quasiment tout, encore plus sur terre. Comme tu l'as dit, ouais, la première joueuse à faire le doublé Madrid-Rome depuis Serena en 2013. Il y a eu aussi Safina en 2009. C'est quand même très très rare. Ça fait quand même 3 joueuses en 15 ans, donc ça montre quand même la performance que c'est de gagner 2 titres consécutifs comme ça sur terre battue. Une terre battue en plus, on sait qu'elle n'est pas forcément la même, une surface un peu différente entre Madrid et Rome, des conditions de jeu qui sont pas pareilles. Donc c'est juste très très fort et ouais, c'est difficile à l'heure actuelle de voir une joueuse capable de la prendre à Roland. Alors Sabalenka et Rybakina sont toujours là quand même, mais à Roland, franchement, elle me paraît imprenable et je pense qu'elle symbolise bien ce qu'on a vécu sur ces 2 derniers Masters 1000, c'est-à-dire des tableaux masculins très très ouverts qui font un peu penser à ce qu'on a pu voir en WTA pendant des années. Et là, par contre, en WTA, c'est le contraire. Les 2 premières joueuses mondiales qui sont là, qui sont au rendez-vous, qui tiennent leur rang. Et surtout Swiatek qui gagne 2 fois le tournoi, enfin les 2 tournois. Donc non, pas grand-chose à dire à part chapeau. Et ouais, je pense qu'elle est largement en mesure de prendre un quatrième Roland. Et quand on se dit qu'elle aura que 23 ans pendant Roland Garros, ça fait penser un peu à Rafa. Si tu prends un quatrième Roland alors que tu n'as que 23 ans, c'est dingue. Je pense, ouais, il faut mettre les mots sur cette performance qu'elle nous fait actuellement. Chapeau à Iga Swiatek qui, sur terre battue, est vraiment une patronne. Et est-ce que pour toi, elle n'aura pas trop de pression? On se rappelle l'an dernier, il y a eu quelques déconvenues, notamment à Madrid, contre Sabalenka, ce qui fait qu'elle n'avait pas la pancarte d'ultra, ultra, ultra favorite, comme c'est le moment en 2024. Bien évidemment, elle était favorite par rapport à ses performances sur terre battue, ses sacres à Roland-Garros. Mais là, j'ai presque envie de dire que c'est joué d'avance. Et est-ce que dans sa tête, à un moment, quand il y aura un match un petit peu tendu, une joueuse qui va peut-être jouer le feu, est-ce que la Polonaise peut tranquillement traverser cette quinzaine ou au contraire, avoir une déconvenue qu'on n'attend pas par rapport à toute cette hype qui est en train de monter sur elle et le fait qu'on se dit c'est bon, c'est Iga Swiatek qui va gagner Roland Garros 2024? Moi, j'y crois pas trop à cette théorie. On en parlait en live juste avant. Je pense que sur un Wimbledon ou un Open d'Australie qu'elle a jamais gagné, il y a une vraie pression parce qu'elle sait qu'elle a pas gagné le tournoi
et que si elle veut compléter entre guillemets sa carte avec tous les tournois, il faut qu'elle gagne ce tournoi-là, ce Grand Chelem-là. Il peut y avoir une pression, je pense. Là, Roland a déjà gagné 3 fois le tournoi. Alors même si elle arrive en grande favorite, peut-être plus que jamais encore que les saisons précédentes, j'ai du mal à croire qu'elle ait vraiment de la pression parce qu'elle a une telle marge. Et même avec un peu de pression, je pense qu'elle a une telle marge sur beaucoup de joueuses que son niveau de jeu moyen suffit déjà à battre 99% du circuit, hein, disons-le. Donc non, j'y crois pas trop à cette théorie-là. Je pense que pour la battre, il faudra peut-être un petit coup de moins bien quand même, un niveau de jeu un poil moins bien. Et surtout, il faudra une joueuse en feu complet et qui va produire un tennis parfait. Probablement une joueuse très agressive qui va priver de tension tech dès le retour, qui va être dominatrice, qui va essayer de la mettre à 1 ou 2 mètres de la balle. Il faudra ce genre de joueuse. Une Sabalenka qui rentre tout dedans, quoi. Ou une Rybakina qui rentre tout dedans. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est les deux joueuses avec des profils qui peuvent vraiment Génération Tech, mais après, quand on pense à des joueurs puissantes qui peuvent tout rentrer dedans, une Ostapenko, peut-être sur un gros malentendu, mais ouais, c'est compliqué honnêtement de voir une joueuse en mesure de battre Siontech à Roland. Et je crois pas trop à cette théorie de la pression. Je pense que à Roland, pour un quatrième titre, elle devrait pas trop l'avoir. Sur un autre grand chelem, j'aurais peut-être dit oui, mais là, je pense pas. En tout cas, on sera là pour surveiller toutes ces performances durant la quinzaine de Roland-Garros parce qu'on te prépare un programme gargantuesque. Nous, c'est Games Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrire l'actualité de la petite balle jaune. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est maintenant que jamais que tu rentres dans le train Games Talk parce que Roland-Garros, ça commence ce lundi avec les qualifications. On aura Josh qui sera sur place pour couvrir un petit peu tout ça, voir Dominique Thiem, Diego Schwartzmann et tous les Français qui vont s'affronter et savoir qui c'est qui va sortir du lot. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu prends ta raquette et tu nous envoies ton meilleur match sur le bouton pour t'abonner avec la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Et cette semaine, on te réserve pas mal de belles surprises. Et c'est pas tout, parce que sur les réseaux avec Rob, il te relaie toutes les actualités qu'il ne faut pas manquer sur X, Instagram, TikTok et également sur Discord. Avant de passer aux favoris pour Roland Garros, et il y en a pas mal étant donné que toutes les cartes ont été redistribuées, un mot du sponsor de cette vidéo, TheBet. Comme je te l'ai dit, Roland Garros, ça commence ce lundi avec les qualifications. Et si tu veux parier sur le Grand Chelem parisien, c'est le moment ou jamais. Bien évidemment, paris sportif, activité responsable, réservée aux majeurs. N'investis pas de l'argent que tu n'as pas. Tu peux t'inscrire sur TheBet en passant par le lien qu'on a mis en description ou en commentaire ou via le code promo GST qui t'offre un bonus de bienvenue de 100 € ou ton premier pari qui soit gagnant ou perdant est remboursé à hauteur de 100 € en free bet. Donc franchement, tu vas pouvoir te faire plaisir sur la quinzaine parisienne. En termes de bilan, sur ce dernier Masters 1000 sur terre battue, c'est un petit peu mieux de se projeter sur Roland Garros. On a pas mal de joueurs qui ont percé, d'autres qui ont déçu, et de voir un peu l'état des différents favoris. Donc bien évidemment, on a du Djokovic, Tsitsipas, Alcaraz, Sinner, Zverev, Ruud et Rune. J'ai mis Nadal pour te faire plaisir, Rob, pour voir un petit peu ce que tu en penses. Donc c'est vrai, c'est difficile de classer tous ces joueurs, de dresser une véritable hiérarchie. Pour toi, voilà, Roland Garros, ça commence dans une semaine. Comment est-ce que tu vois les choses par rapport à ces différents noms que tu peux voir sur l'écran? Pour moi, les deux joueurs qui m'ont le plus convaincu, c'est Zverev et Tsitsipas. Tsitsipas parce qu'il prend Monte-Carlo, parce qu'il fait finale à Barcelone. À Rome, il perd en quart, mais je suis pas trop inquiet pour Roland. Il a montré qu'il était de retour, qu'il avait un bon niveau de jeu sur terre battue, qui faisait pour moi partie des prétendants à la victoire, alors qu'il était vraiment il vivait une descente aux enfers, hein, comme on l'avait dit pendant un bon moment, mais là c'était quand même bien mieux sa tournée sur terre battue. Après, il aura potentiellement un tirage plus compliqué, parce qu'il était de série numéro 9, donc c'est ça qui peut lui faire mal. Potentiellement, il peut prendre un très gros joueur dès les huitièmes, par exemple, alors qu'il aurait été dans les 8 premiers, ça aurait été déjà un peu plus évident pour lui. Donc ça sera ce qu'il faudra surveiller au moment du tirage. Zverev, évidemment, qui a montré qu'il était quand même revenu à un très bon niveau. À défaut d'être toujours impressionnant, il est quand même solide, il a un bon niveau de jeu moyen. Sa qualité de service est juste phénoménale, et quand il sert 70-80% de première balle, c'est quasiment impossible de breaker, même sur terre battue, qui sera dangereux pour n'importe quel joueur, je pense. Donc c'est les deux qui m'ont le plus convaincu. Et après c'est plus compliqué. Alors je pense que Ruud sera au rendez-vous. J'ai du mal à le voir perdre, par exemple, avant un quart de finale. Je pense qu'il tiendra son rang. C'est le genre de joueur en qui on peut avoir confiance sur Roland. Même si je comprends pas trop son choix, encore une fois, d'aller à Genève avant Roland-Garros. Je comprends pas, en fait, parce que il fait finale à Monte-Carlo, il gagne Barcelone. On sent qu'à Madrid et à Rome, là, c'était un peu plus compliqué. En plus, à Rome, apparemment, il était un petit peu coincé au niveau du dos. Je comprends pas pourquoi tu vas jouer à Genève juste avant un 250 alors que tu as déjà suffisamment de confiance, que
que tu fais une bonne saison. Je comprends pas trop ce choix. Enfin, j'ai juste du mal des fois avec ces choix de calendrier. C'est ce qui pourrait peut-être lui coûter s'il se fatigue à Genève, mais sinon je pense qu'il ira en quart à minima sans problème. Et après, là, c'est le grand flou sur les autres noms. Alors, Sinner, on a longtemps cru qu'il allait déclarer forfait. A priori, il s'entraîne, a priori, il sera là. Maintenant, j'ai du mal à y croire pour Sinner. Je pense que sur Terre, c'est pas sa surface, et avec une préparation un peu tronquée, même s'il a quand même joué pas mal de matchs, hein, à Monte-Carlo et à Madrid, mais j'ai du mal à y croire vraiment pour le titre. Djokovic, Alcaraz, c'est difficile de les enlever des gros favoris, mais Djokovic, on ne sait pas où il en est. Il fait vraiment un mauvais match à Rome. Il va à Genève, mais est-ce que vraiment ça va l'aider? Ce sera difficile à dire et il faudra vraiment voir ses premiers matchs. Alcaraz s'entraîne, mais préparation très difficile. Pas là à Monte-Carlo, pas là à Rome, pas là à Barcelone. À Madrid, il perd en quart, donc vrai manque de confiance, même s'il y a eu un titre à Indian Wells, vrai manque de confiance pour moi pour Alcaraz. Donc ouais, pour moi, c'est du Zverev, du Tsitsipas qui ont vraiment rassuré. Djokovic et Alcaraz, je les enlève pas. Rune, pour moi, c'est juste impossible qu'il aille loin parce qu'à chaque match, il peut perdre contre Mouniar au premier tour, il peut mener 2-7-0 dans un match, il se compliquer tout seul la vie. Il peut tout faire et s'il tombe sur un gros joueur rapidement, il peut te le battre, mais en même temps, il peut perdre contre n'importe qui, que c'est pour moi impossible de vraiment l'envisager comme un prétendant à la victoire. Peut-être un coupeur de tête sur un match, oui, un prétendant, je n'y crois pas. Et après, il y a l'énigme Rafa, où pour le mettre dans les favoris, faut se raccrocher au destin et au miracle. Parce que il a gagné 14 fois et quand il rentre sur le court Philippe Chatrier, on sait qu'il peut toujours se passer quelque chose. Maintenant, voilà, faut plus le voir comme une dernière danse, je pense, et je pense pas qu'il puisse vraiment remporter Roland. Mais tu peux pas non plus l'enlever complètement de la liste parce que tu sais jamais s'il retrouve de la confiance, s'il a un bon tirage. Je pense que tout jouera jeudi, surtout pour Rafa. Ça dépendra en grande partie du tirage. Mais je pense que s'il passe déjà 2-3 matchs, ça sera plutôt une réussite, en espérant qu'il puisse nous donner de belles émotions. Je pense qu'avant tout, il faut en profiter. Profiter potentiellement de ce dernier Roland, profiter de ce Rafa qui est encore sur les cours, qui se bat. Je pense qu'il faut qu'on en profite avant tout, on verra ensuite. Mais de toute façon, le tirage nous donnera beaucoup plus d'indications, mais voilà un peu de mon côté ce que j'en pense. Ouais, moi, je fais deux poules de joueurs, donc des favoris que je vois vraiment potentiellement aller chercher le titre. Je mets Djokovic, Alcaraz et Tsitsipas. Djokovic, même s'il y a un manque de motivation, très bonne décision d'aller jouer à Genève. Je le vois jouer deux matchs et pourquoi pas tanker. Donc se débarrasser un petit peu du troisième pour être le samedi à Paris. Ça ne m'étonnerait pas de sa part pour retrouver un peu de confiance, de rythme. Alcaraz, parce qu'il a déjà gagné des grands chelems. Là, forcément, il y a ce manque de rythme, de compétition, et physiquement, ça risque d'être compliqué. Mais je ne peux pas l'enterrer, il sera peut-être aussi un petit peu plus frais, et il va peut-être s'enlever aussi cette pression supplémentaire de dire j'ai pas joué, c'est que du bonus, je vais retrouver peut-être au fil de l'eau des sensations. Et Tsitsipas, qui est le joueur qui m'a fait la plus forte impression sur cette saison sur Terre, et dire qu'il y a quelques semaines, il était au fond du trou, et on sait qu'il est capable de faire des merveilles à Roland-Garros. Après, aller chercher son premier sac en Grand Chelem, pourquoi pas, en tout cas, il a retrouvé la bonne attitude. Et le deuxième pool de joueurs, c'est Ruud, Zverev et Sinner. Donc Sinner, parce qu'il a encore quand même tout à prouver pour moi sur terre battue, et en plus, il se rajoute cette contrainte du fait qu'il y a ce physique hésitant, la hanche, pas la hanche, est-ce qu'il peut aller loin, il y a ce manque de rythme quand même qui va le rattraper tôt ou tard. Est-ce que c'est une si bonne décision que ça de jouer Roland Garros, alors que derrière tu dois défendre ta demi à Wim, tu as les Jeux Olympiques, car quoi qu'il arrive, Djokovic peut perdre des points et tu peux te retrouver numéro 1 mondial. Ensuite, tu as Zverev et Ruud. J'ai mis les deux dans un second pool parce que pour moi, les deux, ils n'ont pas encore trouvé la clé en Grand Chelem. Ils peuvent décevoir. Un Casper Ruud, je me fais pas de soucis, il arrivera sans doute en quart, mais derrière, quand il va tomber contre un gros nom, est-ce qu'il sera capable de passer le cap supérieur? Et Zverev, pareil, hein, à l'Open d'Australie, il joue très bien, mais il a des gros combats contre Cameron Norrie, contre Bradley Klein. Il mène contre Medvedev avant de se faire rattraper. Donc, il a tout à prouver en majeur. Et on pourrait également parler de Rublev, que j'ai pas mis dans cette liste, mais qui peine à dépasser les quarts de finale. Donc, ce qui fait qu'il y a ce distinguo entre ces deux groupes de joueurs. Et il y a l'équation Rafael Nadal. On ne sait pas quel va être son tirage, son état de forme. Pour moi, ça risque d'être compliqué, rien que de passer la première semaine au vu de la réalité par laquelle on a été frappé dans son match contre Hubert Hurkacz et ses limites actuelles, même s'il s'est entraîné contre Taylan Griekspoor. Voilà, vous avez compris. Je ne pense pas qu'on puisse s'attendre à énormément de choses de l'Espagnol, mais on a envie de frissonner, de le voir faire ses adieux à ce cours Philippe Chatrier qui lui a tant donné. Et là, c'est plus du kiff, de profiter. Et Holger Rune, il est complètement fou dans sa tête et je ne peux pas
enfin, je peux pas l'oublier dans cette liste. Pour moi, il a fait 2 quarts à Roland. C'est quelqu'un qui est capable de bien jouer sur terre. Donc, il est capable de paumer au premier tour contre Mounard, mais il est capable d'aller semer la zizanie et de se faufiler en quart de finale. Donc, c'est pourquoi j'en ai parlé. Mais voilà, pour moi, c'est plus entre ces 6 joueurs qu'on a mentionnés qui sont dans ces 2 groupes avec une expérience un petit peu différente sur du Alcaraz, Djokovic et derrière Tsitsipas par rapport à la confiance actuelle et en dessous des joueurs qui ont tout à montrer sur le format Grand Chelem, parce qu'en Masters 1000, ok, c'est très solide, mais derrière, bah, il faut y aller. Et petite parenthèse pour Sinner qui a gagné un Grand Chelem, mais qui lui, c'est plus sur terre battue, plus l'interrogation physique. En tout cas, on sera là pour couvrir l'intégralité de Roland Garros. Et d'ici là, si tu veux patienter, bah justement, on a fait une vidéo sur Holger Rune, le vilain du tennis, et également sur Grigor Dimitrov, un petit peu l'ombre de Federer. Ça peut te faire patienter jusqu'au tirage de Roland Garros. Nous, on se retrouve très très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.